On a tous fait ce geste. Pourtant, dans un monde de plus en plus touché par la pollution, on est en droit de se demander si c'est toujours viable aujourd'hui. De plus en plus d'études révèlent l'existence de contaminants, jusqu'ici sous-estimés et parfois même inconnus du grand public. Et on apprend que des industriels ont été jusqu'à camoufler leur existence pendant des années, si bien qu'il devient difficile pour l'État de garantir une eau 100% saine et pour les Français de lui faire confiance. Vous le savez peut-être, l'augmentation de la pollution en France est principalement liée à l'agriculture intensive, au rejet industriel, à l'urbanisation croissante et à la gestion parfois défaillante des eaux usées. Et ces causes sont accentuées par le changement climatique et la persistance de certains polluants dans l'environnement. Les efforts sont en cours pour limiter leur impact, mais la situation reste préoccupante, notamment dans des régions à forte activité industrielle ou agricole. Et les villes françaises sont beaucoup plus touchées qu'on le pensait. L'augmentation de la pollution amplifie continuellement le volume de contaminants et transforme l'assainissement de l'eau en un défi parfois presque impossible à relever. Et malheureusement aujourd'hui, ces pollutions touchent toutes les sources d'eau, si bien qu'on pourrait se demander quelle eau boire dans un monde de plus en plus pollué. Alors je vous propose de plonger dans l'un des défis sanitaires les plus complexes de notre époque pour trouver des solutions efficaces afin de vous assurer de consommer la meilleure eau possible. Parce qu'au milieu des mensonges et des promesses marketing fallacieuses, il est toujours possible de se frayer un chemin pour remplir votre verre avec une eau qui mérite d'être bue. Aujourd'hui, partout sur la planète, l'eau que nous buvons n'a plus rien d'innocent. On la croit claire, pure, rafraîchissante, mais elle transporte à notre insu les stigmates d'un monde de plus en plus pollué. Si bien qu'on retrouve dans l'eau dite potable toutes sortes de choses qu'on ne devrait pas y trouver. Ça va des résidus de médicaments aux microplastiques, en passant par les pesticides, les métaux lourds et bien d'autres surprises. Mais avant de trouver l'eau idéale pour une pleine santé, il faudrait qu'on soit clair sur une chose. Qu'est-ce qu'une eau polluée? Question basique a priori, mais vous allez voir, c'est pas si simple. On peut dire qu'une eau polluée est une eau dans laquelle on détecte la présence de micro-organismes, de substances chimiques ou de déchets industriels. Et en entendant ça, on pourrait ne pas se sentir concerné. Se dire que l'eau est régulièrement surveillée, que les normes sanitaires nous protègent et qu'aucune eau consommable ne devrait jamais rejoindre cette définition. Ce qui est en partie vrai, rassurez-vous. Mais le truc, c'est que tout est dans la dose. En fait, une eau dite potable ne contient pas suffisamment d'agents polluants pour vous intoxiquer immédiatement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inoffensive pour autant. Parce qu'en vérité, toutes les sources d'eau sont concernées par la pollution. Les cours d'eau, les nappes phréatiques, les eaux de pluie, la neige, la glace polaire et même la rosée du matin. Aujourd'hui, ces pollutions ont des origines très variées et c'est ce qui les rend si difficiles à supprimer. D'ailleurs, je me demande si vous avez en tête les principales. L'une des premières sont les pollutions industrielles, notamment les rejets de produits chimiques comme les hydrocarbures ou les PCB, des composés chimiques hautement toxiques, autrefois utilisés dans les équipements électriques, interdits aujourd'hui mais encore présents dans certaines eaux usées rejetées par les usines. Ensuite, il y a aussi les pollutions agricoles, causées par les déjections animales, les engrais chimiques et les produits phytosanitaires, c'est-à-dire tous les pesticides utilisés pour protéger les cultures, les herbicides, les insecticides et les fongicides. Pour rappel, ces substances pénètrent dans les sols, atteignent les nappes phréatiques et en cas de pluie, ruissellent vers les lacs et les rivières. Et dans le top 3, vous avez aussi toutes les pollutions domestiques. Les eaux usées provenant des toilettes, les produits cosmétiques ou d'entretien, savon, lessive, détergents, etc. Les peintures, les solvants, les huiles de vidange, et j'en passe. D'ailleurs, on pourrait aussi évoquer tous les déversements accidentels. Et puis il y a aussi les polluants éternels, soit environ 12 000 substances différentes, dont les fameux PFAS, mais aussi les PFOA, les PFO et les TFA. Ils sont utilisés depuis les années 50 dans l'industrie textile, les emballages alimentaires et même les mousses anti-incendie, parce que ce sont des composés chimiques quasi indestructibles. Le problème avec ces polluants, c'est qu'ils s'accumulent dans l'environnement et dans nos organismes, sans ne jamais disparaître. Si bien qu'aujourd'hui, on les retrouve dans les eaux de surface, les nappes phréatiques, les rivières, mais aussi dans notre sang et dans le lait maternel. Et à ce sujet, les études sont formelles. Certains PFAS sont cancérigènes, ce sont des perturbateurs endocriniens et ils affaiblissent significativement notre système immunitaire. Le problème, c'est qu'ils sont pratiquement impossibles à filtrer avec les traitements classiques. Et malgré leur dangerosité, ils sont encore présents dans des milliers de produits du quotidien, notamment dans les ustensiles de cuisine, les produits ménagers, certains cosmétiques, mais aussi dans certaines moquettes, tissus anti-taches et même dans les vêtements. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a de sacrées histoires. Par exemple, en avril 2025, la préfecture du Haut-Rhin a interdit en 11 communes aux personnes dites fragiles, les femmes enceintes, les enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées ou celles touchées par des maladies chroniques, de boire l'eau du robinet pendant au moins un mois. Et à votre avis, pourquoi?
Parce que ces communes sont soupçonnées d'avoir été polluées par une mousse anti-incendie qui contient des produits chimiques dits éternels. Les chiffres montrent que leur concentration dépasse régulièrement les limites autorisées pour l'eau potable dans la région. Et c'est dû à l'utilisation régulière de ces mousses anti-incendie par les pompiers dans la zone de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et donc, l'eau du robinet dans ces communes s'est avérée contaminée de manière persistante par les 20 principaux PFAS. Et accrochez-vous, parce que le coût de la filtration s'élèverait à plus de 17 millions d'euros. Et on a en droit de se demander à quel point elle pourrait être efficace quand on sait combien les PFAS sont résistants aux filtrations classiques. Et quant au destinataire de la facture, ça pose des questions de responsabilité. Est-ce au contribuable de payer ou à l'aéroport? Mais malheureusement, c'est pas tout. Je sais pas si vous le saviez, mais en matière de PFAS, la France fait partie des pays les plus tolérants au monde. Autrement dit, les seuils autorisés chez nous sont bien moins stricts que ceux appliqués dans d'autres pays, comme les États-Unis, le Danemark et bientôt même l'Union européenne. Et tenez-vous bien, parce que c'est là que ça va piquer. Selon une enquête récente menée par Que Choisir et Génération Future, l'eau du robinet de nombreuses villes françaises serait massivement contaminée par les PFAS. Parmi les 30 villes analysées dans l'étude, 20 d'entre elles révèlent des niveaux qui dépassent parfois très largement la future norme européenne. Parce que oui, à partir de 2026, l'Union européenne va fixer une limite de 500 nanogrammes par litre pour l'ensemble des PFAS mesurables. Et ça s'appliquera aussi, évidemment, pour le territoire français. Et d'ailleurs, il y a quelques surprises. Le 10e arrondissement de Paris fait partie des zones les plus touchées de France, avec une eau du robinet enregistrant des taux de PFAS de 6200 nanogrammes par litre. C'est 12 fois plus que la future norme européenne. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le principal polluant détecté dans cette étude, le TFA, n'est même pas officiellement pris en compte dans la norme française. Autrement dit, c'est comme s'il n'existait pas. Actuellement, cette norme ne comprend que 4 PFAS sur une vingtaine à l'étranger. Donc aux yeux de l'État, en 2025, l'eau du robinet du 10e arrondissement de Paris est potable. Donc si vous prenez une petite salade en terrasse dans le 10e arrondissement de Paris et qu'on vous sert un verre d'eau, je vous conseille de ne pas le boire. Pareil pour les glaçons dans les cocktails. Et au mieux, même en étant parfaitement rassuriste, on peut affirmer fermement que cette eau est toxique pour les femmes enceintes, pour les enfants de moins de 2 ans et pour toutes les personnes fragiles. Et après, ça pose même la question pour toutes les régions de France où ces marqueurs n'ont même pas encore été mesurés. Je ne sais pas si c'est un scandale en devenir, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici 2026, vous allez encore entendre parler des polluants éternels et les PFAS sont loin d'être les seuls. Autre exemple, en France, jusqu'à 300 000 km de canalisation vieillissante pourraient contaminer l'eau potable avec un gaz toxique invisible, le CVM, classé cancérigène par l'OMS depuis 1987. 600 000 personnes seraient exposées, notamment dans les zones rurales, et dans certaines communes, l'eau dépasse la limite légale depuis 2014. Certains habitants ne sont même pas au courant, ils n'ont jamais été prévenus. En 2023, des familles ont découvert qu'elles buvaient cette eau depuis 9 ans et certaines femmes l'ont bu alors qu'elles étaient enceintes. Une première plainte a été déposée et ça aussi, ça pourrait devenir un scandale sanitaire majeur. Et puis, il y a des petites infos qui popent comme ça de temps en temps, comme en avril 2024, quand Nestlé avait annoncé détruire, par précaution, plus de 2 millions de litres de Perrier. En raison de quoi? Une bactérie d'origine fécale présente dans les puits français de la région du Gard. Ah là là, ça me donne soif. C'est de l'eau filtrée. On en parle après. Vous pouvez retenir qu'il y a 2 types de pollution principales, les pollutions organiques et les pollutions chimiques. Les pollutions organiques, elles concernent tous les micro-organismes pathogènes présents dans l'eau, comme certaines bactéries et virus. Et le deuxième type de pollution, ce sont les pollutions chimiques. Elles concernent les nitrates et les phosphates contenus dans les engrais, les pesticides, les hydrocarbures, les médicaments, les produits ménagers, les métaux lourds, les PFAS, les polluants éternels, etc. Donc c'est facile à retenir. Chacun de ces 2 grands groupes contient de nombreux agents polluants et c'est tout ça qui contribue à polluer notre eau aujourd'hui. Et maintenant, concrètement, vous êtes en droit de vous demander quelle eau boire. Et le premier réflexe serait de boire l'eau du robinet sans filtre, même si après tout ça, j'entends bien que vous serez tenté de ne plus le faire. Pourtant, c'est le conseil de beaucoup de professionnels de santé qui font confiance aux normes sanitaires. D'ailleurs, c'est sûrement en partie pour cette raison qu'aujourd'hui, 67% des Français boivent l'eau du robinet quotidienne. Il coûte largement moins cher que les eaux en bouteille et sa consommation a un impact minimal sur l'environnement. Puis elle est mentionnée par le Code de la santé publique sous le terme EDCH, ce qui signifie que c'est une eau destinée à la consommation humaine. Autrement dit, elle est garantie par l'État comme étant saine et parfaitement potable. Mais comme on vient de le voir, l'eau du robinet est de plus en plus concernée par la pollution. Et même si votre région n'est pas affectée par une vague de contaminants en particulier, l'eau de votre robinet contient tout de même des éléments toxiques pour votre corps sur le long terme. La nuance se trouve dans la quantité, qui est normée par les institutions nationales et internationales. Mais justement,
parlons-en des normes. En France, la réglementation sur l'eau potable repose sur des seuils dits acceptables de contaminants, qu'on autorise la présence de certaines substances comme les métaux lourds, les résidus de médicaments, les solvants, les pesticides, les PFAS, etc., tant que leur quantité ne dépasse pas un niveau jugé dangereux à court terme. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces normes ne tiennent pas toujours compte de la combinaison de plusieurs de ces polluants ensemble, ni de leur accumulation dans l'organisme sur le long terme. Prenons l'exemple des nitrates. Le seuil réglementaire en Europe est de 50 mg par litre. En dessous, c'est légalement sans danger. Mais une étude a montré qu'à partir de 3,87 mg, on observait déjà des effets sur la santé intestinale et un lien statistique avec des cancers du côlon et des cancers du rectum. Tant aucune norme ne tient compte de cet aspect, et c'est la même logique pour les pesticides. La réglementation tolère jusqu'à 0,1 microgramme par litre et par molécule. Mais si votre eau contient plusieurs polluants, ce qui est fréquent, vous les ingérez tous en même temps. Et même à faible dose, ces substances peuvent interagir entre elles. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et certains en particulier, surtout les plus persistants, peuvent s'accumuler dans votre organisme et impacter votre santé sur le long terme. Alors évidemment, ça pose des questions fondamentales. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce qui sort de notre robinet? Et là, malgré tout ça, la réponse doit être nuancée. Parce que si vous vivez dans une région peu ou pas agricole, peu ou pas industrielle, avec des canalisations récentes et bien entretenues, alors votre eau est peut-être de très bonne qualité. Mais si vous êtes en zone rurale, comme à Paris, ou à proximité de nappes déjà polluées par des pesticides ou des PFAS, la situation est complètement différente. Et pour rappel, il y a plein de petits villages français qui sont à côté d'une grosse zone industrielle. Et tout ça, c'est sans parler du chlore. Parce que le chlore est utilisé partout pour désinfecter l'eau. Et il forme des sous-produits potentiellement cancérigènes, comme le THM. Et des études révèlent que ces sous-produits ont un lien avec certains cancers. Des cancers de la vessie, des cancers du côlon, mais aussi une altération du microbiote intestinal. Et les normes actuelles ne tiennent toujours pas suffisamment compte ni de l'effet cocktail, ni de l'exposition chronique. Alors certes, elles vous protègent à court terme, mais elles ignorent trop souvent encore les phénomènes d'accumulation dans l'organisme. Et la conséquence, j'imagine que vous la voyez venir. Une eau dite conforme peut en vérité être toxique pour vous avec le temps. Et du coup, l'autre majorité des Français optent pour une solution plus rassurante. Acheter de l'eau en bouteille. Et là, on entre dans un autre monde. Un monde rempli de malice et de fourberie marketing où la désinformation est solide. On y utilise abondamment des adjectifs qui influencent. Déclaré source de jeunesse par votre corps. Mon partenaire minceur. De l'eau, de l'air, la vie. Alors une autre question se pose. Quelles sont les meilleures eaux en bouteille? Et pour vous assurer de choisir la meilleure qualité d'eau sans tomber dans les pièges du marketing, je vous invite à vous diriger directement vers le petit tableau qui est mentionné sur l'étiquette. Vous y trouverez deux informations essentielles. 1. Le résidu à sec. 2. Le pH. Le résidu à sec, c'est la quantité de minéraux dissous dans l'eau. On l'appelle aussi le TDS, ou Total Dissolved Solid. Il est souvent mesuré en milligrammes par litre. Et pour les experts, les meilleures eaux du marché, idéales pour une consommation quotidienne, ont un taux de résidu à sec compris entre 25 et 200 mg par litre. Parce que pour rappel, ce n'est pas dans l'eau que vous trouverez les minéraux essentiels, mais dans votre alimentation. Les minéraux contenus dans les fruits, les légumes, les graines, les légumineuses ou les céréales complètes sont bien mieux assimilés par votre corps que ceux présents dans l'eau. C'est pour ça que pour une consommation quotidienne, mieux vaut choisir des eaux faiblement minéralisées, plus douces pour vos reins et plus respectueuses pour votre équilibre interne. Et elles sont aussi plus adaptées pour les enfants, pour les femmes enceintes ou pour les personnes fragiles. Et ensuite, vous avez le pH. Le pH mesure le degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau. Il s'évalue entre 0 et 14 avec 7 comme valeur neutre. En dessous de 7, elle est dite acide et au-dessus, elle est dite alcaline. Pour une consommation quotidienne et pour la plupart des gens, il est conseillé de choisir une eau embouteillée dont le pH se situe idéalement entre 6,5 et 7,5 pour respecter l'équilibre naturel du corps. Alors, en retenant ces deux critères principaux, vous avez de quoi choisir votre eau en conscience et beaucoup plus facilement. Maintenant, ce n'est pas une panacée pour autant. D'une part parce que l'eau en bouteille a un coût écologique indéniable, mais aussi parce qu'elle est contenue dans du plastique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 15 000 bouteilles en plastique sont vendues chaque seconde dans le monde. Rien que pour la France, on parle de 25 millions de bouteilles consommées chaque jour. Et en moins de 3 jours, c'est plus de bouteilles en plastique que toute la population française. En plus, la moitié finit dans la nature ou incinérée. Et le plastique, vous connaissez, ça voyage sur des centaines de kilomètres et ça met 500 ans à se dégrader. Et malheureusement, c'est pas tout, parce que le plastique, c'est pas juste un problème environnemental, c'est aussi un problème sanitaire.
En 2018, une étude internationale a montré que 93% des bouteilles testées contenaient du microplastique. Mais la situation est encore plus inquiétante depuis les travaux publiés en 2024 par l'Université de Columbia, qui a permis d'identifier des particules bien plus petites encore, jusqu'à 240 000 fragments de plastique par litre d'eau, dont 90% sont des nanoparticules. À cette échelle, leur taille est si fine qu'elles peuvent traverser la membrane cellulaire et s'accumuler dans les organes, comme le foie, le cœur ou même le cerveau. Les effets sur la santé humaine sont en cours d'étude, mais les risques sont bien réels. Inflammation chronique, perturbations endocriniennes, effets sur la fertilité et peut-être bien d'autres choses. Donc boire de l'eau en bouteille, ce n'est pas simplement boire de l'eau, c'est aussi ingérer sans le vouloir des pollutions invisibles. Alors ok, ça peut dépanner de temps en temps, mais pour une eau quotidienne, c'est loin d'être viable. Et c'est pour ça que les bouteilles en verre, ça fait plaisir. Alors, pour trouver quelle eau boire dans un monde de plus en plus pollué, il reste la piste de la filtration. Et là, ça commence à être plus rassurant, parce que bien qu'il y ait quand même quelques pièges, il y a aussi de vraies solutions. D'ailleurs, pour en finir avec les fausses solutions, je ne sais pas si vous savez quel est le système de filtration le plus vendu en France aujourd'hui. Eh bien, c'est de très loin les carafes filtrantes. Et d'après l'association Que Choisir, ils s'en vendraient 1 million par an en France. Mais le problème, c'est qu'elles ont une efficacité plus que discutable, et mal utilisées, elles peuvent se transformer en véritables bombes à bactéries. On peut même aller jusqu'à dire que leur usage peut conduire au relargage de nombreux contaminants dans l'eau. En fait, les analyses montrent que ces carafes filtrantes tiennent plutôt bien leurs promesses, en laboratoire. Par contre, quand elles sont utilisées à la maison, c'est loin de rester le cas. Il se trouve qu'à domicile, les contaminations bactériologiques sont quasi systématiques et les études montrent que la plupart des foyers voient en vérité la qualité de leur eau plutôt dégradée par ces carafes. Et de toute façon, la plupart du temps, elles ne filtrent pas efficacement ni les PFAS ni les pesticides. Ok, elles sont économiques, mais ce serait en fait plutôt à éviter. Le mieux, ce serait de se tourner vers des systèmes de filtration qui garantissent vraiment de supprimer au moins 95% des polluants, ce qui élimine énormément de petits gadgets et permet de vous concentrer sur les meilleures réponses. Et actuellement, c'est simple, il y a 3 grandes familles de solutions qui méritent réellement votre attention. La première, ce sont les filtres à charbon actifs. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. On les connaît surtout à travers les carafes filtrantes. Et on les retrouve aussi dans des systèmes plus sérieux, comme les filtres sous évier ou sur plan de cuisine. Parce que le charbon actif est bien connu pour sa capacité à capturer le chlore, les pesticides, les matières organiques, les métaux lourds, certains PFAS, mais aussi les odeurs et le goût désagréable de l'eau. Aujourd'hui, il fait bien partie des solutions les plus efficaces en supprimant une très grande partie des contaminants jusqu'à un certain seuil de filtration. Mais il reste limité face aux polluants les plus tenaces. Par exemple, seul, il ne filtre pas complètement ni les PFAS ni les microplastiques. En plus, les filtres à charbon ont une durée de vie assez courte et mal entretenus, ils peuvent aussi devenir des nids à microbes. D'ailleurs, certains filtres, vous savez comme les mini-filtres qu'on fixe sur le robinet, peuvent relarguer presque tous les polluants dans l'eau. Et même dans leur version la plus performante, comme en poudre ou en granulé, les filtres à charbon n'offrent pas à eux seuls une garantie suffisante pour une filtration complète. Disons que c'est un bon début, mais c'est perfectible. Ensuite, vous avez tous les systèmes à gravité. Comme leur nom l'indique, ils utilisent la force gravitationnelle pour faire passer l'eau très lentement à travers des filtres en céramique, en charbon compacté ou en sable bioactif. L'avantage principal, c'est qu'ils ne nécessitent ni électricité ni raccordement et sont particulièrement utiles donc dans tous les contextes où l'autonomie est essentielle, comme par exemple en zone rurale ou quand vous partez en voyage. C'est pour ça qu'il est souvent choisi par les gens qui voyagent en van, etc. Parfait pour la van life. Ils sont efficaces pour réduire le chlore, les résidus de médicaments, les pesticides, les PFAS, les métaux lourds, etc. Et c'est sans doute la deuxième meilleure option que vous avez aujourd'hui. Après, malgré leur praticité, ces filtres montrent quand même quelques limites. Déjà, ils ont un débit très lent, ce qui peut sembler un peu pénible au quotidien. Parfois, il faut attendre plus de 30 minutes pour finir de filtrer votre eau. Et bien sûr, il faut remplacer les filtres régulièrement. Et là, c'est la fréquence qui pose problème, tous les 2 à 6 mois. Aussi, ils peuvent s'encrasser assez rapidement, surtout dans les endroits très reculés où les eaux sont déjà plutôt troubles. Malgré tout, ils permettent de filtrer une très grande partie des contaminants jusqu'à un certain seuil. Et ça reste une bonne réponse, même si c'est pas encore la meilleure. Enfin, la solution la plus fiable aujourd'hui pour vous assurer une qualité d'eau saine, durablement, elle est incontestablement reconnue comme la meilleure technique de filtration au monde, c'est l'osmose inverse.
Elle repose sur un principe physique assez simple, mais extrêmement efficace. Une membrane semi-perméable aux pores microscopiques. On parle de 0,0001 micron, si bien qu'elle ne laisse passer que les molécules d'eau et retient toutes les impuretés au passage. Résultat, elle élimine jusqu'à 99% des contaminants présents dans l'eau, y compris tous ceux qui passent à travers les filtres à charbon et les filtres à gravité. Et on parle ici d'une élimination définitive des pesticides, des nitrates, des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic ou le barium, des résidus médicamenteux, des perturbateurs endocriniens, des virus, des bactéries, mais aussi des micro- et des nanoparticules de plastique et de tous les polluants éternels, les PFAS, les PFOA, les TFA, etc. Et c'est d'ailleurs la technologie de filtration utilisée dans les hôpitaux et dans les laboratoires pharmaceutiques pour assurer une eau parfaitement saine. Et contrairement à une idée reçue, l'eau osmosée n'est pas totalement dépourvue de minéraux, elle est simplement faiblement minéralisée, ce qui, comme on l'a vu, est plutôt idéal pour une consommation quotidienne. Pour rappel, les principaux minéraux nécessaires à votre organisme doivent provenir en priorité de votre alimentation, parce qu'ils sont mieux assimilés. Mais jusqu'à récemment, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, les osmoseurs avaient un gros problème. En fait, ils gaspillaient énormément d'eau. Pour un litre d'eau filtrée, il fallait jeter au moins 2,5 litres d'eau résiduelle, et parfois jusqu'à 5 litres, ce qui les rendait écologiquement très discutables. Mais les systèmes récents ont largement corrigé ce point. Les modèles nouvelle génération sont plus compacts, plus simples à entretenir et surtout beaucoup plus économes en eau, avec un taux de rejet réduit à environ 1 litre sur 3 litres d'eau filtrée. Et certains modèles hyper économes descendent à moins d'1 litre pour 5 litres d'eau filtrée, ce qui réduit considérablement leur impact écologique et en font aujourd'hui la meilleure réponse pour lutter contre la pollution de l'eau. Alors il y a différents types d'osmoseurs. Certains se fixent directement à l'arrivée d'eau et d'autres sont portables. Et si vous optez pour un osmoseur de table, ce qui est aujourd'hui la solution la plus simple pour les particuliers, sans installation complexe ni travaux, vous devriez connaître quelques trucs. D'abord, intéressez-vous à la capacité de production. L'osmoseur doit produire une quantité d'eau suffisante pour votre usage quotidien, sans que vous ayez besoin d'attendre une éternité. Pour une famille, un appareil capable de produire plusieurs litres par jour avec un réservoir de 4 à 5 litres est souvent l'idéal. Ensuite, concentrez-vous sur la qualité de la filtration. Un bon osmoseur de table doit intégrer une membrane d'osmose inverse performante, mais aussi un minimum de 2 pré-filtres, un filtre à sédiments et un filtre à charbon actif. Parce que c'est cette combinaison qui garantit une filtration complète et une bonne longévité de la membrane. Autre point crucial, le taux de rejet de l'eau. Comme je l'ai dit, les anciens modèles rejetaient jusqu'à 5 litres pour chaque litre d'eau filtrée. Et ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Alors recherchez des appareils avec un ratio de rejet optimal, idéalement supérieur à 80%. Comme ça, vous pourrez allier performance sanitaire et responsabilité écologique. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais pour moi aujourd'hui, c'est essentiel. Un bon osmoseur doit être simple à entretenir, alors préférez des modèles avec des cartouches interchangeables rapidement, sans outils et dont l'approvisionnement est garanti à long terme, d'où l'importance d'un bon SAV. Privilégiez les marques certifiées CE ou encore Water Quality Association, des labels qui garantissent la qualité des matériaux utilisés. Ce ne sont pas des gadgets, mais des technologies avec une exigence médicale adaptée à un usage domestique qui s'inscrivent dans une logique d'autonomie et de santé durable. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas simplement de boire de l'eau. Il s'agit de ce que vous laissez entrer dans votre corps tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Et il s'agit de vous protéger dans un monde où les polluants invisibles sont devenus la norme et où l'illusion de pureté se vend beaucoup plus facilement qu'une vérité dérangeante. Aujourd'hui, comme à d'autres époques, l'eau n'est pas simplement une question d'hygiène ou de confort, c'est un enjeu de santé publique majeur, mais aussi une question d'autonomie et de lucidité. Face à la complexité des normes, au silence administratif et aux limites évidentes de nos systèmes de traitement, rester passif revient à déléguer sa santé à des structures qui parfois ne peuvent juste plus suivre. Alors que vous soyez parent, sportif, en convalescence ou simplement soucieux de vivre en conscience, souvenez-vous que vous avez le pouvoir d'agir. Parce qu'il existe des solutions concrètes, éprouvées et accessibles. Et parmi elles, l'osmose inverse s'impose comme la technologie la plus fiable, la plus précise et la plus complète pour retrouver une eau qui vous respecte. C'est pas un gadget ni un luxe, c'est une réponse logique, moderne et éthique à un problème silencieux mais omniprésent. Parce qu'à l'heure où les polluants se glissent partout, reprendre le contrôle sur ce que vous buvez, c'est déjà reprendre le contrôle sur une part essentielle de votre vie. Et c'est peut-être un peu plus qu'un geste, c'est une forme de résistance. Un engagement pour soi, pour les siens et pour demain. Maintenant, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'aimerais vous partager mon expérience et mes choix personnels. Et je me dis que ça pourrait peut-être vous aider à choisir plus facilement votre osmoseur. Et aussi parce que j'ai conscience qu'il y a plein de modèles différents et qu'on peut vite se sentir confus. Certains, parfois bon marché, donnent à l'eau un goût de plastique. Et ils ne sont pas garantis par les revendeurs qui peuvent, au bout de 1 ou 2 ans, ne plus vous approvisionner en filtre, ce qui pose de sérieux problèmes sur le long terme. Et il y a aussi pas mal d'osmoseurs premier prix qui peuvent présenter des défauts de fabrication, des matériaux de mauvaise qualité ou une conception qui n'est pas fiable, ce qui augmente le risque de fuite, de panne précoce ou de mauvais fonctionnement.
Pour moi, il y a eu un appareil qui sortait du lot. Il bénéficiait d'une excellente réputation auprès des utilisateurs et était commercialisé par un site français. Personnellement, je l'utilise tous les jours depuis environ 1 an et j'en suis ravi. Il est très pratique, silencieux, filtre l'eau rapidement et sans altérer son goût. Grosso modo, il répond à tous les critères que j'ai évoqués. Il a un réservoir de 5 litres à l'arrière et une carafe de presque 2 litres à l'avant, ce qui permet de servir immédiatement un grand volume d'eau. Et c'est idéal pour cuire du riz, du quinoa, des pâtes avec une eau parfaitement saine. Il tient toutes les promesses de l'osmose inverse, avec quelques ressources en plus, comme la possibilité de refroidir et de réchauffer l'eau jusqu'à 9 températures différentes. Top pour le thé et le café. Les cartouches de filtre se remplacent facilement en moins de 30 secondes et il a le meilleur ratio de filtration existant avec un rendement supérieur à 80%, ce qui en fait l'un des plus économes aujourd'hui. Le SAV est très bon et il garantit la livraison continue de filtres, ce qui est rassurant sur le long terme. Son petit écran digital rend son utilisation ultra simple et pour les plus curieux, il affiche même le taux de résidus à sec de l'eau avant et après la filtration, ce qui permet de réaliser à quel point votre eau a été assainie. Stéphane, le gérant, est aux petits soins avec ses clients. On travaille ensemble depuis 2020 et j'ai une totale confiance en son sérieux. Alors à l'occasion de cette vidéo, vous pouvez bénéficier d'une réduction généreuse en entrant le code MAYA. Vous serez livré en quelques jours et pourrez vous aussi vivre l'esprit tranquille quant à la qualité de votre eau. Si vous êtes soucieux de votre santé et de votre vitalité au point d'investir dans l'élaboration d'une hygiène de vie plus saine, l'osmose inverse pourrait rapidement s'imposer comme l'un de vos fondamentaux. Et si vous n'êtes pas seul à la maison, alors offrir de l'eau osmosée à vos proches pourrait être une brillante idée. En ce qui me concerne, j'adopte une approche toujours minimaliste, me méfie de la plupart des objets liés à la santé et me concentre sur l'essentiel. Et quand on fait l'état des lieux des contaminants présents dans l'eau de nos jours, se tourner vers l'osmose inverse me semble largement être le meilleur choix. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Si c'est le cas, cliquez sur le premier lien en description. Merci pour votre confiance et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.